Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre série consacrée aux 40 ans de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une ville nouvelle, c'est une ville qui naît, mais c'est aussi une ville où beaucoup de choses sont nouvelles, notamment l'architecture et l'art public. Et c'est justement à l'architecture et l'art public que nous consacrons cette émission. Pour en parler, Yves Drossin, bonjour, vous êtes architecte, vous êtes aussi urbaniste, vous êtes l'urbaniste du centre-ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous allez publier très prochainement un livre qui s'appelle Le centre-ville de 1973 à 2003, une épopée urbaine, c'est aux éditions L'Harmattan, et voilà, le livre qui est une sorte de somme sur l'architecture et sur l'art public notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. À côté de vous, Nicolas Sanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes sculpteur, vous êtes un sculpteur, ce qu'on appelle un sculpteur de l'espace, et beaucoup de vos œuvres ont vu le jour à Saint-Quentin, notamment enfin, dans l'agglomération de Saint-Quentin, et on peut en voir dans l'agglomération de Saint-Quentin. Et puis, il y a une exposition actuellement au château de Nogent-le-Roi. Le château de Nogent-le-Roi, vos œuvres vos œuvres pas les plus récentes, qui accueille des pièces anciennes d'une dizaine d'années, voire un peu plus, et des œuvres récentes. C'est un duo comme ça entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur et l'intérieur. Et puis Laure Valette, bonjour, vous êtes animatrice de l'architecture et du patrimoine au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc vous êtes un peu la mémoire, pas vous toute seule, mais avec le musée. On va dire la courroie de transmission. La courroie de transmission. Pour retransmettre. Justement, l'architecture, au début, on va en parler évidemment avec Yves Drossin, mais l'architecture au début de Saint-Quentin-en-Yvelines, est-ce que c'est quelque chose de coordonné ou est-ce que c'est des initiatives un peu fourmillantes comme ça, mais très diverses ? Je pense qu'il y a quand même un fondement à l'ouest, au développement à l'ouest de la ville nouvelle au moment de la création de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des réflexions qui correspondent à celles d'une époque. Donc même si le développement de l'architecture et de l'art public en ville nouvelle s'est caractérisé par beaucoup d'expérimentation, plein d'idées, il y a quand même les liens avec une époque et les fondements de la ville nouvelle, les idées sont quand même celles d'une époque pour l'architecture. Yves Drossin, on peut dire qu'il y a une unité architecturale à Saint-Quentin ? Non, d'unité, il faut pas l'espérer en clair. Ouais. Ce que j'ai toujours tendance à dire et à rappeler, et il ne faut pas en pleurer, il ne faut pas le pleurer. On ne reviendra jamais à l'haussmannisme, à la rigueur et à l'espèce de continuité de l'haussmannisme. C'est fini ça. Bon, alors il ne faut pas pleurer. Il y a des gens qui ont toujours le regret de ça, un petit peu. Parce que je dis, c'est une espèce de mémoire collective rassurante et qui en plus est brillante. Donc voilà. Mais ça ne reviendra jamais à ça. Et en plus, les villes nouvelles sont arrivées à un moment donné dans l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture, où donc au milieu du XXe siècle, où la société a changé, elle a muté vers la société urbaine, je dirais, de manière extrêmement rapide, et donc où s'est introduit en même temps l'automobile de manière extrêmement puissante, et donc ces deux phénomènes de l'urbanisation ont amené des formes architecturales très diverses. Et en plus, effectivement, après la reconstruction de la dernière guerre, la nécessité, je dirais, de construire en masse par les grands ensembles, et ce qui a été largement, je dirais, fustigé aujourd'hui, la notion des bars et des tours, qui sont une espèce d'antienne lancinante, etc. Ok, on est d'accord, ça a existé, mais après, il s'est passé tout un mouvement, plusieurs mouvements d'évolution de l'architecture. Je sais pas, Le Corbusier, il y a des noms comme ça qui inspirent. Oui, alors Le Corbusier, bien sûr, inspire, parce qu'il est un espèce de socle de la modernité, pour être clair, appelons-le comme ça. Mais le problème, c'est que Le Corbusier, par exemple, en théorisant ces notions d'architecture et d'urbanisme dans ce qui s'est appelé la charte d'Athènes, dans ce qui s'appelait les CIAM, avait une notion extrêmement, je dirais, brillante de cette architecture de bars et de tours. Ça s'appelait espace, lumière, et puis, je ne me souviens plus du troisième terme. Mais le problème, c'est que ça a été dénaturé, c'est-à-dire que cette beauté de l'architecture et de l'urbanisme qui le voyait comme ça, a été au fond dénaturée par le côté ordinaire qui a été mis derrière par nécessité économique, etc., ce qu'on a appelé le chemin de grue, en clair. Oui. Voilà. Justement, il y a eu notamment des tours et des bars à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a fallu à un moment les réhabiliter parce que peut-être qu'elles n'avaient pas la qualité qui est nécessaire, je ne sais pas, vous nous le direz. Je propose de voir un sujet sur cette réhabilitation des tours et des bars.
Le quartier des Merisiers, il y a 30 ans, une cité HLM de banlieue typique où le béton a été coulé à la hâte sans penser à construire aussi une vie de quartier avec des commerces. Les Merisiers, il y a quelques mois, en pleine réhabilitation pour essayer de redresser une cité aujourd'hui sensible où cohabitent squatteurs et vandalisme. En 1988, face à cette dégradation du climat liée à l'absence d'équipements associatifs proposant du loisir et à la vétusté des locaux, la SEMSATRA, gestionnaire de ce parc HLM de 2600 logements appartenant à la ville de Trappes, n'a plus qu'une seule solution, se lancer dans un profond lifting. Ceci comme à La Verrière, autre commune de l'est de la ville nouvelle, dont le parc de logements est aussi très ancien et où des programmes identiques sont en cours de réalisation. Mais en dehors du manque de place caractéristique de Trappes, le problème du financement se pose aussi avec la même acuité dans cette ville. Au bois de l'Étang par exemple, où la réhabilitation ne concerne plus que les aménagements extérieurs, les locataires sont actuellement victimes d'augmentations répétées en 2 ans des loyers par la société HLM. La situation s'esquisse de manière identique pour la cité d'Orly Park, également construite il y a 30 ans et dont les logements et les façades sont aujourd'hui dans un piteux état, n'attendant que la future réhabilitation. Enfin, avec les difficultés pour réhabiliter ces 672 logements, soit encore 80 millions de francs, l'émergence de nombreuses grandes surfaces sur la ville nouvelle compromet aussi le commerce de proximité qui, comme pour ce centre commercial dans Orly Park, peu à peu ferme ses portes, comme récemment ce Félix Potin. Ça, c'est un sujet des années 90, hein, c'est un sujet d'archives. Yves Drossard, alors, c'est vrai qu'on a l'impression que le meilleur côtoie le plus mauvais, non ? Non, parce qu'il y a eu une évolution dans l'affaire, si vous voulez. On vient de parler, effectivement, d'un côté de Le Corbusier et puis des grands ensembles, mais ensuite, il y a toute une évolution en 20 ans. La ville nouvelle est une espèce de fantastique champ d'évolution, il ne faut pas dire d'expérience seulement. Par exemple, le quartier des Prés et du Pas du Lac, sur le centre-ville, sont les quartiers d'application de ce qui s'est appelé les modèles PAN. PAN, ça voulait dire Programme d'architecture nouvelle, parce que les gouvernements successifs, se rendant compte de la pauvreté architecturale des grands ensembles, on dit il faut amener une architecture nouvelle. À un moment donné, ils se sont rendus compte que cette architecture nouvelle était trop tournée vers elle-même et n'avait pas de relation à l'espace public qu'elles étaient censées générer. Le quartier des Prés et du Pas du Lac, très agréable en soi, mais on ne sait pas où est l'espace public là-dedans. On ne sait pas où est le dedans, le dehors, etc. Donc sont arrivés à ce moment-là des urbanistes, dont moi, je parle de moi là en l'occurrence, et j'ai dit la ville ne peut pas se construire dans un espace isomorphe, c'est-à-dire où on ne peut pas se repérer. Donc on ne peut pas construire l'ensemble d'une ville comme ces quartiers-là, parce qu'on ne pourra plus savoir où on est. Donc, idée, et ça a commencé avec le quartier des Garennes, puis je l'ai développé au Saule, puis dans le cœur de ville, puis etc., etc. C'était de dire tout repart de dessin de l'espace public. Et ensuite, l'architecture s'adapte à l'espace public à partir d'une notion précise qui est la base de tout dans les villes, c'est le parcellaire. À partir du parcellaire, vous définissez l'architecture. Eh ben, c'est la manière dont vous découpez les parcelles de construction. Et plus vous avez un parcellaire précis, et plus vous donnez de contraintes d'urbanisme précises. Alors, sans dessiner l'architecture, vous dessinez une continuité des architectures, et en définissant en même temps l'espace public et l'espace privé. Qui a choisi les architectes ? Alors les architectes, c'est toute une aventure. Les architectes ont été choisis par les maîtres d'ouvrage, par les promoteurs, parce que c'est de leur responsabilité, donc on ne pouvait pas. Mais c'était plus complexe que ça, parce que pour arriver à une certaine homogénéité, l'établissement public avait des listes d'architectes en fonction des quartiers, ce qui m'est arrivé avec mon directeur et ainsi de suite, et les élus aussi avaient comment dirais-je, c'est-à-dire que tout le monde avait quelques nécessités, il ne faut pas parler d'intérêt, mais des nécessités à régler, donc on cherchait le compromis entre tout le monde pour choisir des architectes cohérents avec l'objectif et répondant aux besoins de chacun sur tous les domaines, je dirais. Alors, il y a l'architecture, il y a l'art public. Je vais commencer par vous, mais on va évidemment passer la parole aux autres invités. Est-ce qu'il y a une symbiose dès le début entre l'architecture et l'art public ? Pas totalement, non. Alors, il y a eu 20 ans d'évolution pour l'art public. Ça a commencé dans le symposium d'Élancourt-Maurepas, dans le parc d'Élancourt-Maurepas, donc ce symposium qui a duré pendant un été. Et à ce moment-là, l'art public était, conçu dans un lieu global, un parc. Moi, je dirais un peu comme nos parcs classiques, comme les Tuileries, le Luxembourg, mais au lieu d'avoir une statuaire classique, vous avez une statuaire contemporaine, puis qui a été conçue sur place. Ensuite, dans les années 80,
l'établissement public a ouvert le champ d'application de l'art en l'introduisant dans l'espace public général de la ville. Donc vous avez toutes les pièces d'art qui se trouvent sur les esplanades. Alors c'est Philolaos, mettons, dans un endroit, c'est Vantinen ailleurs. Et puis ça a été ensuite, alors ce que j'appelle donc cette progressive symbiose, ça a été dans le cœur de ville de Saint-Quentin, le moment où l'art lui-même, c'est-à-dire la pièce d'art, devient constituante de l'espace public. Et il y a symbiose totale entre l'espace et l'art. Alors Valette, justement sur cet art public, comment ça se décide? Alors qui décide? Comment on trouve les artistes? Quels sont les artistes qui sont les plus utilisés? La commande publique, il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur concours. Il y a beaucoup des œuvres d'art public sur 50 ans en Yvelines, il y a beaucoup de choses qui ont été dues aussi à ce qu'on appelle le 1% artistique, qui était vraiment une manière aussi d'ouvrir la possibilité aux artistes de participer au projet d'urbanisme ou d'architecture, qui veut que le 1% de la construction de l'édifice soit dévolu à une œuvre d'art. Après, qui choisit les artistes, on se rend compte qu'à ces époques-là, c'est aussi une envie des artistes, de certains artistes. Je suppose. Oui, bien sûr, et c'est une envie de certains artistes aussi de descendre dans l'espace public, de sortir du musée. Ça, c'est vraiment, c'est ça aussi l'art public en ville nouvelle, c'est la rencontre entre une génération d'aménageurs et une envie de faire la ville de telle manière, et aussi une génération d'artistes qui a envie de profiter de cette occasion et d'utiliser ça. Nicolas Sand, vous avez participé à des concours Rarement. Public, non, rarement. Parce que moi, je suis une autre approche de la commande publique. Parce que je trouve qu'il y a deux manières de l'aborder. La première, en effet, c'est de travailler en amont avec soit les urbanistes ou les architectes. Donc, du coup, c'est un projet... là, j'ai travaillé déjà avec Jean-Michel Vimotte sur un projet en province. Donc, on est vraiment associé au projet lui-même. Donc, du coup, ça permet peut-être de faire certaines choses qu'on ne peut pas faire lorsque c'est plutôt mon cas, quand je suis plutôt un sculpteur d'atelier et qui investit l'espace public. Alors, vous parliez de Philolaos tout à l'heure. Et bien justement, c'était un des artistes qui a marqué l'espace public, qui est malheureusement décédé. Mais il y a des œuvres qui survivent évidemment sur ce territoire. On les regarde. Philolaos, on peut le classer dans les artistes figuratifs, puisque les réalisations, les sculptures sont soit des grands personnages. Il empruntait beaucoup au milieu naturel et aux objets organiques. Je pense aux fleurs, aux fruits. Il s'est intéressé en fait à l'art public, à l'art dans la ville. C'était ce qui subjuguait tous les artistes de cette génération-là. Donc il a beaucoup travaillé sur la ville, à la défense, autour des nouvelles architectures. À Saint-Quentin-en-Yvelines, il a réalisé énormément d'œuvres. Donc il y a notamment le mail des fruits à Voisin-le-Bretonneux, évidemment les célèbres gogottes de Guyancourt. Les gogottes, j'ai découvert ça quand je lisais un petit journal, un petit livre des histoires de Babar pour ma fille, de Brunov. Il parle de ces animaux fantastiques qui ne sont pas méchants, mais qui s'ennuient dans une île. Et que si les enfants qui les enlèvent ne les amusent pas, ils les transforment en pierre. Enfin, c'est une histoire très drôle. Et le fait que c'est des animaux absolument blancs à blanc, tout à fait imaginaires, ça donne un champ infini de création. Je serais très content si je passe par là, par hasard, et que je vois des gosses qui touchent les animaux, qui grimpent dessus, ou des mamans qui les regardent, qui les montrent aux enfants, etc., et que ça vit. Si ça vit, ça me serait très heureux. Les gogottes de Philolaos, vous aviez une... Oui, je voulais juste rajouter à propos de l'art public un petit point quand même pour le situer. Il y a plus de 80 œuvres dans la ville nouvelle de 50 ans. C'est quand même très important. Et il faut savoir que c'est au fond, toutes ces commandes ont été passées par l'établissement public. C'était une politique de l'établissement public soutenue par le groupe central des villes nouvelles, par le ministère de la Culture, etc. Et là où il y a peut-être un petit décalage, en fait, c'est que toute cette période a été, managée de manière autonome par nous. Et au fond, on a remis ce patrimoine aux élus maintenant. Et ce patrimoine est en fait quelque chose de
complexe à conserver. C'est donc un poids qu'on fait peser. Ah oui, oui, parce que cet art est fragile. Il est peu compris en général par les gens. C'est pas une statuaire classique. Est-ce que c'est considéré comme de l'art d'ailleurs par les gens qui... C'est une question qu'on nous pose très très souvent et qui est oui et non quelque part au niveau de la réponse, puisque les gens, nous qu'on voit et qui nous parlent de ces œuvres d'art, n'utilisent pas forcément ce mot, ne les définissent pas forcément comme ça, mais en fait en creusant un petit peu on se rend compte que quand on va pour examiner comment en l'état des œuvres, etc., les enfants viennent nous voir en nous disant mais qu'est-ce que vous allez y faire, parce que nous on a appris à marcher autour, etc. Et il y a un vrai attachement et une vraie considération ça fait partie de leur vie, quoi. Ça fait partie de leur patrimoine et de leur environnement, mais les gens ne les définissent pas toujours comme œuvre d'art parce que aussi, tout simplement, c'est tellement protéiforme et c'est pas toujours facile de percevoir ça comme ça. C'est pas encore patrimonialisé, mais il y a quand même quelque chose qui se joue autour de ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Cela dit, c'est pas mal pour un artiste, non, d'être considéré comme l'auteur d'une œuvre avec laquelle les gens vivent. C'est une responsabilité pour un artiste. Oui. Parce que lorsque la sculpture est belle, elle appartient à tout le monde. Lorsqu'elle est manquée, elle appartient qu'à l'artiste. Oui, donc vrai. du coup... Alors c'est vrai. Est-ce que c'est grâce justement à ces œuvres que la ville de Saint-Quentin a obtenu le label de ville et de pays d'art et d'histoire? Pour une ville qui a 40 ans, c'est quand même... incroyable. C'est incroyable. On est la première ville de la deuxième moitié du XXe siècle, la première ville nouvelle à avoir obtenu ce label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. L'art public, en effet, a constitué un axe important, puisque, comme Yves Drossin l'a dit, plus de 80 œuvres sur ce territoire. Dans le dossier de candidature, ça a vraiment été quelque chose qui a pesé pour l'obtention de ce label. Plutôt que le patrimoine et ce qui existe sur le territoire, je pense que ce qui a décidé l'obtention de ce label Ville d'Art et d'Histoire, c'est aussi justement l'envie des élus, des acteurs, des gens qui travaillent sur ce territoire, de constituer un patrimoine avec ce qui existe et de le transmettre. Et le label Ville d'Art et d'Histoire, c'est plus un projet de transmission que le fait de coller une étiquette en disant voilà, il y a du patrimoine sur ce territoire, c'est ça. Ouais. Je voudrais ajouter quand même aussi, on parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on finit par se rentrer dans l'entonnoir de l'art et de l'art seulement. Saint-Quentin, c'est une ville aussi, c'est d'abord une ville. C'était la question que je voulais vous dirais, poser, voilà. Dans le patrimoine, il y a le patrimoine urbanistique, architectural et artistique. C'est quand même un tout, et il ne faut pas. Et ces villes nouvelles, par leur urbanisme même, c'est déjà une forme patrimoniale particulière. Et dans cette architecture, ce dont je vous ai parlé au début, toute cette évolution de l'architecture et toutes ces tendances que je n'ai fait qu'effleurer, bien évidemment, ça fait partie du patrimoine. Bien sûr. Voilà. Nicolas Sade, pourquoi vous avez choisi de vous installer dans la communauté de Saint-Quentin? C'est le hasard. Vous n'êtes pas d'ici. Je ne suis pas d'ici, non, je suis du sud-ouest, mais c'est le hasard. En fait, c'est une rencontre avec un artiste qui habitait la commanderie des Templiers en 80, il y a bien longtemps. Il y a quelques années. Quelques années, ouais. Et j'étais venu le voir, et c'est comme ça que j'ai choisi de me rapprocher de Paris, que c'était le meilleur endroit pour un sculpteur, et puis l'histoire avec le territoire de la sculpture, et puis c'est vrai que c'est centralisé, donc du coup on peut rayonner partout avec beaucoup de facilité, et le territoire offre la possibilité de... Et l'environnement fait que voilà, on crée quelque chose de particulier, ou non, vous êtes arrivé avec les créations que vous aviez en tête? Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Non, je ne pense pas, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je suis un sculpteur d'atelier, donc je suis un travail que je développe, et je le développe pour autant dans les pièces que dans les pièces monumentales. Donc en effet, l'attrait de ce territoire, c'est qu'en effet, je peux avoir un espace qui correspond vraiment à... Vous avez été longtemps artiste en résidence, hein, oui. à la commanderie des Templiers. Et je trouve que maintenant, j'ai un nouvel atelier qui correspond vraiment à mes aspirations, et j'ai la chance d'être soutenu à Ilancourt, mais je suis soutenu par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines qui soutient mon travail. Donc du coup, ça me donne la possibilité, bien sûr, de pouvoir aller plus loin de mon travail et d'attaquer des pièces de format destinées à l'espace public. L'espace public. Ça, c'est une constante. Enfin, l'aide, si je peux appeler ça l'aide, enfin, la volonté d'avoir des artistes qui s'intéressent au territoire. Ça a été une constante, effectivement, pendant toute l'histoire de la ville nouvelle et de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines. Je dirais que depuis la fin de cette histoire de la ville nouvelle, on a assisté à moins de commandes publiques, aussi parce qu'effectivement, comme disait Yves, on a une responsabilité de s'occuper aussi de ce qui existe et de rénover, d'entretenir. Il y a un héritage aussi dans la création de tout ça. Complètement, c'est sûr, oui. Non, ça c'est évident. Bien sûr
qu'il y avait Utopie, tout à fait. Bien sûr. Oui, oui. Alors, je vous propose de voir un sujet sur une autre artiste qui compte, c'est Martha Pan, hein, qui est assez présente aussi sur les territoires. Sujet sur Martha Pan. Ces élèves de l'université Vauban sont en première année d'histoire, mais surtout, ils ont choisi comme option Histoire de l'art. Quelques heures seulement dans l'année pour les sensibiliser à l'art contemporain. Aujourd'hui, ils vont à la rencontre de Martha Pan, une artiste à l'origine de nombreuses œuvres en ville nouvelle. Organiser des rencontres entre étudiants et artistes, un projet que Loïc Vandecorge mène tous les ans avec l'Écomusée comme partenaire local. On s'est aperçu que les étudiants d'aujourd'hui avaient un rapport à l'art contemporain assez complexe, qu'ils l'ignoraient, parfois qu'ils le rejetaient et qu'ils avaient des goûts plutôt classiques. Et donc l'objectif de ce qu'on fait à l'université, c'est un peu de les ouvrir sur la culture contemporaine et de leur montrer que le XXe siècle a produit des choses intéressantes et qu'il faut qu'ils s'y intéressent. S'il n'y a aucune explication, que les gens peuvent se désintéresser de la chose parce qu'ils ne comprennent pas, ça peut aboutir justement au détachement des personnes par rapport à ce que vous faites. C'est bien normal d'avoir des entrevues comme ça où certaines choses étonnent au lieu d'être appréciées, ou même certaines choses peuvent être rejetées, mais il faut commencer par cette rencontre, il faut commencer par se dire des choses et se montrer le travail. Ce n'est pas quelque chose où on s'applique à faire du travail. C'est quelque chose qui est en soi et qui exige une expression. Il faut les laisser libres et ne pas les forcer à comprendre telle et telle manière de voir l'œuvre d'art. Chacun trouvera sa manière. Un sujet sur Martha Pan. Il va falloir malheureusement conclure. Yves Drossin, comment vous voyez l'évolution justement de cette architecture saint-quentinoise ? Est-ce que l'essentiel a été fait ou est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire ? Oui, alors, sur le plan de l'occupation du territoire, je pense que l'essentiel a été fait. Ce que j'imagine, moi, c'est qu'il ne faudrait pas que la ville nouvelle se replie sur elle-même dans la continuation de sa vie. Je veux dire par là qu'en fait, cette ville a besoin, à mon sens, de toujours plus de modernité. Ce dont vous parliez au début, cette modernité qui effraie, qui ceci, qui cela. Non, au contraire. Et ça, il y a une réticence terrible des populations. Oui, mais cette ville, comme elle est nouvelle, elle a besoin de notoriété. Ouais. La notoriété ne se fera pas par la chose ordinaire. Et donc la ville a besoin de toujours plus de modernité et de beauté. S'il y avait quelque chose qu'il faut voir à tout prix quand on vient à Saint-Quentin, au point de vue architectural. Le théâtre. Le théâtre, hein. Le théâtre, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de la ville. Et comment dire, je vais peut-être choquer, qu'importe. Surtout, ne vous précipitez pas sur le postmodernisme de deux grandes opérations. La postmodernité des grands architectes catalans qui ont fait à Saint-Quentin quelque chose, pour moi, d'un passé tout à fait pénible. Par contre, le théâtre est un chef-d'œuvre. Je suis assez d'accord avec vous. Et je voulais terminer, pardon, si j'ai le temps. Paul Delouvrier, lorsqu'il a, qui est donc ce grand commis de l'État qui a été généré les villes nouvelles à la demande de De Gaulle, quand il a établi le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, dans un document qui était de nature purement technique, voire technocratique, il n'arrêtait pas de parler du beau, de la mise en valeur du beau. Et il disait « jamais le beau ne seront de trop ». Donc, alors que c'était un document technocratique. Alors moi, j'incite toujours du beau et de la modernité. Voilà. Nicolas Sade, vous avez l'impression de vivre dans un environnement qui est beau ? Non, mais heureusement qu'il y a des artistes pour le rendre plus sensible. Oui. C'est notre travail, c'est essayer de venir perturber aussi un peu le travail des architectes et des urbanistes. C'est apporter de l'humanisme un peu dans toutes ces grandes avenues, dans ces perspectives. En tout cas, voilà, on peut se promener dans cet univers, on peut faire des découvertes, hein, comme dans une ville, comme on pourrait le faire dans Paris ou à Rome, enfin, mais on y découvre autre chose. Merci infiniment à tous les trois. Nicolas Sade, je rappelle, votre exposition, c'est au château et au parc de Nogent-le-Roi, c'est donc vos œuvres de 1997 à 2010. Je montre le catalogue de cette exposition. On retrouve l'essentiel quand même hein, de vos œuvres. Une partie.
Une partie importante. Hein. Une petite partie. Merci à tous les trois et à très vite pour une nouvelle édition de cette série consacrée aux 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines.